De toute façon, le cours, je vous le donnerai, hein, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez revoir la vidéo, vous pourrez la revoir, elle n'est pas longue. Et ça montre bien euh, quels sont les impacts géologiques, entre autres, de ces zones de convergence. Alors nous, on va en travailler quelques-unes, hein, bien évidemment. On va travailler sur des exemples. Et vous allez voir que ce sont euh, des zones où les perturbations géologiques vont être très importantes. Alors chapitre 4, dynamique des zones de convergence. La problématique de ce chapitre, elle est en fait scindée en deux parties. Première partie sur tout ce qui va concerner l'activité sismique et magmatique liée à la subduction. Donc il va falloir déterminer quelle est cette activité sismique, quelle est cette activité magmatique, qu'est-ce que la subduction véritablement. Ça sera dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va parler de ce qu'on appelle les déformations. Parce que bien évidemment, qui dit convergence va impliquer des déformations des roches, des déformations des strates géologiques, et notamment dans les chaînes de montagne. Donc on va essayer de caractériser ces déformations en lien avec ce contexte de convergence des plaques lithosphériques et déterminer ce qu'est la collision continentale. Donc premier point, les marqueurs géologiques des zones de convergence. Alors des marqueurs, il y en a plein. On va les prendre les uns après les autres. Pour aujourd'hui, l'activité vous en faisait travailler quelques-uns et on verra la semaine prochaine d'autres marqueurs. La problématique à laquelle on va essayer de répondre dans ce point particulier, c'est de savoir comment le magmatisme et les séismes caractérisent une zone de subduction. Alors pour ce faire, bien évidemment, il faut prendre des exemples, comme toujours. Et donc, on va travailler dans un premier point, grand A, les séismes. Donc la répartition des foyers des séismes aux frontières des plaques de convergence. L'activité que vous aviez à travailler aujourd'hui donc parlait de la disparition de la lithosphère océanique, parce que si on sait que cette lithosphère océanique elle est créée au niveau des dorsales océaniques, au niveau de l'axe des dorsales océaniques, on sait également qu'elle disparaît au niveau des frontières des plaques de convergence, et en particulier des zones de subduction. Donc il y a bien un contexte de disparition de la lithosphère océanique. Encore faut-il préciser quel est ce contexte véritablement. Et surtout, comment pratiquement cette lithosphère océanique épaisse, très épaisse, hein, elle peut disparaître, entre guillemets. Donc, pardon, dans l'activité, vous aviez votre livre, page 170-171. Alors, si vous avez le livre numérique, si vous y avez accès, c'est mieux parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir des données supplémentaires en cliquant sur les documents. Alors, dans le document 1, on vous demandait d'utiliser vos connaissances sur la densité et aussi bien entendu des données de ce document pour justifier que la lithosphère océanique de la plaque de Nazca, hein, donc on se situe au niveau de l'Amérique du Sud, hein, elle doit s'enfoncer sous la plaque sud-américaine. Alors, ici, on a le document que vous aviez à disposition. Vous aviez des couleurs qui vous permettaient de voir la vitesse de déplacement en centimètres par an et vous aviez aussi les vecteurs qui représentaient le déplacement par rapport à une plaque fixe, hein, qui est la plaque Afrique. Donc, la zone étudiée ici, c'est la plaque sud-américaine et la plaque de
Nazca. Voilà, c'est cette zone-là qu'il fallait étudier. Donc, dans le document 1, on voit que la plaque de Nazca, elle converge vers la plaque sud-américaine, hein, puisqu'on voit que les vecteurs vitesse sont dans des sens opposés. Et les vitesses de déplacement, on peut bien entendu les voir grâce aux couleurs. Et on peut penser, au vu des vitesses de déplacement, que cette plaque, elle est essentiellement constituée d'une lithosphère continentale. Je parle de la plaque sud-américaine. Donc on peut donc imaginer que les roches de la plaque lithosphérique de Nazca, qui est de la lithosphère océanique, disparaissent sous la plaque sud-américaine, qui est une plaque constituée d'une lithosphère continentale. Dans le document 2, vous deviez trouver des arguments qui justifiaient que la lithosphère océanique plongeante, hein, elle va s'enfoncer dans le manteau sans beaucoup de modifications jusqu'au noyau. Alors pour ce faire, il fallait soit réaliser l'activité que je vous avais mise grâce au logiciel Jamstack, soit prendre le document tel qu'il était présent dans le... Alors, pour faire cette activité, il fallait utiliser le logiciel Jamstack. Donc vous aviez le générateur de tomographie sismique, vous aviez l'adresse ici et vous suiviez le processus. Alors le logiciel était en anglais, certes, mais avec le fichier, je pense que vous pouviez vous en sortir. Donc je vais le faire devant vous rapidement. Donc ici vous avez le logiciel de génération des tomographies. Donc on vous demandait de choisir dans le menu tomographique modèle GAP P1. Donc vous choisissez GAP P1. Vous sélectionnez le modèle tomographique. Ensuite, on vous demandait de sélectionner la section. Pour sélectionner la section, on vous demande de cocher vertical. Donc vous cochez vertical et vous sélectionnez la section. Dans cette partie numéro 3, donc cette étape numéro 3, on vous demande de sélectionner la zone que vous allez travailler. Alors, dans l'activité, vous aviez en fait 3 zones, le Japon, les Tonga et les îles Barbades. Je vais faire le Japon, et pour les autres, c'est pareil. On vous donnait les coordonnées latitudinales et longitudinales de ces 3 zones. Il fallait entrer les coordonnées des latitudes et des longitudes du début et de la fin du profil. Donc là, vous aviez le début et ici, la fin. Donc je vais le faire pour le Japon. Donc le début de la latitude, c'est 41 pour le Japon. Donc latitude start 41. Fin, c'est 30. Voilà. La longitude, on fait la même chose. Donc on a 134 au début et 157 à la fin. 134 au début et 157 à la fin. On continue. Conserver le curseur Output Depth Range sur l'épaisseur totale du manteau, donc 0 à 3000 km, et valider. Voilà, 0 3000 km, c'est bon, je valide. On arrive à l'étape numéro 4. Donc, dans la fenêtre étape numéro 4, choisir dans la case de gauche moins 1% et la case de droite 1%. Donc, je vais le faire.
moins 1%, pardon, 1%, et ici 1%. Voilà. Et en cliquant Select the Data Range. Donc je vais sélectionner la donnée. L'étape numéro 5 permet la configuration. Donc on coche Real puis Truth. Donc Real puis Truth. Voilà. On sélectionne la donnée et on arrive à l'étape finale qui va permettre de générer le fichier KML, fichier qui va être lu dans Google Earth. Voilà, je génère mon fichier. Voilà, mon fichier ici est généré. Je vais l'enregistrer. Je vais le télécharger. Je vais l'ouvrir maintenant dans Google Earth. Voilà. Et on vous disait après qu'il fallait, dans Google Earth, orienter la tomographie pour que ça apparaisse de façon plus facile à l'écran. C'est ce que je vais faire rapidement devant vous. Et on arrivera à peu près à une figure qui est une figure comme celle que vous aviez dans le livre. Donc Google Earth se met en route. Voilà. Je ferme. Mon fichier que j'ai créé va se charger. Et le voilà. Le voilà qui s'est chargé. Donc ici, vous avez la tomographie sismique, ici, dans la zone qui est la zone japonaise. Hein, ici, vous avez le Japon. Et vous voyez bien que vous avez ici une zone bleue, c'est-à-dire une zone qui serait plutôt froide et dense. Et en dessous, on a une zone qui est plutôt chaude. Ok? Donc la lithosphère ici océanique va plonger à ce niveau et ici on va avoir donc ici la zone de subduction, la lithosphère plongeante et ici la plaque qui sera la plaque chevauchante. Ok? On a exactement le même profil dans d'autres zones du globe qui concernent la subduction. Donc après, avec le logiciel Google Earth, on peut essayer de faire mieux. Voilà, vous voyez un petit peu comment on pouvait orienter la coupe. Mais ce qui était intéressant dans ce logiciel, c'est que c'était vous qui créez le fichier qui permet d'être lu par Google Earth. Ce n'est pas donné tout près. Voilà. Voilà, vous deviez obtenir ça. Et dans les autres zones, qui sont les zones de la Barbade et des Tonga, c'est exactement le même principe. Et vous obteniez également les mêmes profils avec des zones plongeantes qui sont des zones où les anomalies sont repérées en bleu et des zones qui sont des zones où les anomalies sont en rouge, c'est-à-dire un ralentissement des ondes. Voilà pour le profil tomographique que vous pouviez créer grâce à ce logiciel. Alors ça n'était pas simple, hein, je vous l'accorde, mais c'était possible et c'est en ligne. Donc je reprends.
Grâce à cette tomographie sismique que vous avez créée, alors dans le livre, on l'a créée au niveau de la plaque de Nazca et de la plaque sud-américaine. Et vous voyez qu'il y a toute une zone bleue qui a tendance à plonger, voyez, et une zone rouge qui est légèrement en dessous de la zone bleue et légèrement au-dessus. D'accord? Et donc, cette tomographie que vous aviez ici, par exemple, donc moi je l'ai recréé, hein. Vous voyez bien qu'on a une zone bleue qui est plongeante, hein, grosso modo de gauche à droite, hein, elle est oblique, hein, et des zones rouges légèrement en dessous de cette zone bleue et légèrement au-dessus. Donc on observe sous la plaque sud-américaine une zone d'accélération des ondes sismiques. Cette zone d'accélération, elle montre qu'il y a en fait un enfoncement oblique sous l'Amérique du Sud. Et vous savez que c'est la plaque de Nazca qui s'enfonce. Et à l'inverse, on voit que à l'aplomb de cette plaque, c'est-à-dire à la verticale de cette plaque, on voit qu'il y a un ralentissement des ondes. Donc il va y avoir un réchauffement. Donc il y a bien des anomalies du flux thermique, c'est-à-dire il y a bien des anomalies de température. Au niveau de la fosse, et je vais vous en parler tout de suite après, le panneau qui plonge et qui est froid de la lithosphère océanique, elle est à l'origine d'une anomalie négative du flux thermique. Alors qu'à l'aplomb de l'autre plaque, donc de la zone de la cordillère des Andes, on relève une anomalie positive. Donc il y a bien, de part et d'autre, des anomalies de température. Alors, bien évidemment, il faut donner une définition de tous ces termes. Qu'est-ce qu'une fosse océanique et quelle est la caractéristique de cette zone? Alors, vous aviez une reconstitution dans votre livre de cette zone de contact entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine, donc cette fosse. Vous pouviez également cliquer sur le document, voilà, et voir la vidéo. Je vais vous la montrer. Donc, vers le nord de la fosse du Pérou. Donc, vous avez cette fosse Pérou-Chili, la cordillère des Andes. Hein. Il faut bien sûr imaginer que on est sous l'eau, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est la fosse du Pérou. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse dépression, hein. Ça fait vraiment un énorme creux, hein. Et qu'à droite, vous aviez la cordillère des Andes. Donc pour répondre à cette question concernant la définition d'une fosse océanique, il fallait dire que cette fosse océanique correspondait à un relief négatif. Donc il y a un marqueur qui est un marqueur topographique. Topographique, ça signifie du relief. Ce marqueur topographique, ce marqueur morphologique, cette fosse, elle est profonde, vous l'avez vu dans la vidéo, elle est étroite. Et en plus, elle suit la limite de la plaque. Alors si on voulait être un peu plus précis, la vidéo nous le montrait plus exactement que l'image. On voit que la partie interne de la fosse, elle appartient à la plaque chevauchante, et la partie externe de la fosse, elle appartient à la plaque plongeante. Et donc il y a une certaine asymétrie. Vous l'avez vu dans la vidéo, que ça n'est pas symétrique du tout. Ça n'est pas symétrique parce que la partie externe de la fosse, elle a une pente plus faible que la partie interne. Je vous rappelle que la partie interne, elle est du côté de la cordillère des Andes. Donc il n'y a pas du tout de symétrie, il y a une asymétrie. Le fond est souvent plat et la fosse, elle va constituer une sorte de creux, mais de creux qui va faire un piège. Un piège pour
des sédiments qui vont venir se coincer dedans. Ces sédiments, ils vont provenir soit du continent, soit, on va le voir, des volcans qui sont juste à côté. Question numéro 4. Il fallait caractériser les échanges thermiques entre le manteau et la lithosphère plongeante, et ceux entre la lithosphère chevauchante et le manteau. Alors vous aviez dans ce document l'évolution du flux thermique et de la température en profondeur dans la zone de la subduction. Vous pouviez voir qu'il y avait bien entendu des zones où il y avait un fort flux thermique et des zones où il y avait un faible flux thermique. Ces zones étant caractérisées par des couleurs. Donc les données thermiques, elles nous montrent qu'effectivement, il y a bien un plongement d'une plaque. Cette plaque, elle est froide, elle est rigide et elle est cassante. Froide, rigide, cassante. Elle s'enfonce à l'intérieur de quelque chose. Ce quelque chose, c'est le manteau, qui lui est plus chaud et plus ductile. Vous savez que je n'aime pas trop le mot mou, donc je dis ductile. Bien évidemment qu'il va y avoir des conséquences à ce plongement de cette zone qui est dure et cassante dans quelque chose qui est mou. Cette particularité, on va pouvoir la matérialiser grâce à un logiciel qui s'appelle Tectoglobe, et on va pouvoir même mesurer à combien de degrés la plaque va pouvoir plonger. C'est ce qu'on appelle le pendage, c'est-à-dire le degré de plongement de la plaque. La plaque qui va passer sous la plaque sud-américaine, donc la plaque de Nazca. Et pour ce faire, vous pouviez utiliser le logiciel Tectoglobe, qui était en accès libre sur Internet, ou bien utiliser le document, comme vous voulez. Alors, le résultat, c'est celui-là. C'est très exhaustif, c'est très complet. Bien évidemment que si vous l'avez fait, vous n'avez pas fait ça de façon si précise. Hein. Moi, je vous l'ai mis pour vous montrer ce à quoi on peut aboutir en prenant du temps, en légendant toutes les choses et en essayant d'être le plus complet possible. Moi, je vais vous montrer comment on utilise Tectoglobe et comment on peut attribuer le pendage, c'est-à-dire cette fameuse pente, à ce plan qu'on appelle le plan de Benioff, c'est-à-dire le plan à laquelle plonge cette plaque de Nazca. Alors, vous aviez donc, vous pouviez cliquer sur le document ici, vous pouviez avoir accès à Tectoglobe, et moi, comme je suis sur Mac, je ne peux pas avoir ce logiciel parce qu'il ne marche pas sur Mac. Je peux par contre avoir un logiciel que vous pouvez avoir, vous, on peut l'avoir tous, hein, qu'on ait un PC ou un Mac, c'est le Tectoglobe 3D. Si vous tapez Tectoglobe 3D dans votre barre de recherche, vous allez accéder à ce que je vous présente ici. Donc, si je me mets dans la zone qui nous concerne, c'est-à-dire la zone de l'Amérique du Sud, voilà, de la plaque sud-américaine et de ma plaque de Nazca qui se trouve à peu près ici. Je peux faire, grâce à ce logiciel, je peux avoir différentes actions, je peux tracer une coupe, et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Je peux afficher des données, et je vais devoir les afficher, c'est-à-dire les foyers des séismes. Vous voyez que les séismes s'affichent ici, et je vais afficher les volcans. Voilà, parce que le volcanisme m'intéresse aussi, puisque ce sont des zones qui sont à la fois sismiques et à la fois volcaniques. J'ai des options,
Ici, je peux avoir la coupe en 2D, la coupe en 3D. Moi, je vais prendre la coupe que je vais faire en 2D. Et puis les fenêtres, ce sont les fenêtres qui sont ici. Donc, je vais faire une coupe. Voilà. Et cette coupe, je vais la faire entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine. Et vous voyez que cette coupe s'affiche directement ici. Les petits triangles sont les volcans, les petits points sont les séismes. Je peux faire varier la profondeur de ma coupe, voilà. Je peux exagérer le profil vertical, voilà. Et je peux faire varier la largeur de ma coupe. Voilà. Plus c'est large, bien évidemment, plus je prends de volcans et plus je prends de séismes. Alors ça ne sert à rien de faire une coupe très large, parce qu'après, on a tellement de séismes qu'on a du mal à distinguer exactement quels sont les séismes qui vont être présents exactement dans la plaque plongeante. Donc il ne faut pas exagérer la largeur de la coupe, ça ne sert à rien. L'exagération verticale pour calculer le pendage, elle doit être fois 1. Et la profondeur maximale, vous allez jusqu'à la profondeur de séisme. Voilà, ici, vous voyez que les séismes vont jusqu'à 250 km. Dans le logiciel, vous avez la mesure du pendage, donc il ne fallait même pas de rapporteur. Et ici, vous traciez votre droite à peu près, et vous voyez qu'on est autour de 30 degrés. Donc ça veut dire que la plaque de Nazca plonge sous la plaque sud-américaine avec un angle d'à peu près 30 degrés. Ce qui est quand même important. On peut faire la même chose à d'autres endroits pour voir si c'est pareil. Et je vous propose d'aller ici. Voilà, je grossis. Vous avez le Japon qui est ici. Et juste en dessous, vous avez ici une zone qui est la zone des Mariannes. Et dans cette zone, vous voyez que, voilà, je vais grossir, les séismes, qui sont encore une fois les points, vont être superficiels, moyennement superficiels, mais aussi très profonds. Il y en a ici. Et puis c'est surtout que si je veux voir le pendage, regardez comment la plaque elle plonge. Elle plonge avec ici un angle qui est déjà plus élevé que l'angle qu'on avait dans la zone sud-américaine. Mais ici, vous voyez que la plaque elle plonge presque à la verticale. Donc si je veux mesurer le pendage, ici j'ai un pendage qui est à peu près de 30 degrés, mais ici j'ai un pendage qui est de près de 80 degrés. Donc vous voyez que suivant les zones de subduction, on va avoir des pendages, c'est-à-dire des zones où la plaque plonge, qui vont être très différentes. Ça dépendra du contexte géologique. Voilà ce qu'on peut faire avec ce fameux Techtoglobe 3D. Encore une fois, vous y avez accès tout à fait librement et en ayant cet outil sur Internet. Donc, quand j'essaye de faire une coupe et que j'essaye de légender, voilà ce que cela peut donner. Donc, vous voyez que la plaque, elle plonge suivant un plan, le plan de Vadati-Benioff, et que l'angle est plutôt un angle faible au début et qu'il a tendance à augmenter quand la plaque plonge profondément.
Il y a des séismes superficiels, il y a des séismes intermédiaires et il y a des séismes profonds. Ça, c'est ce qui matérialise en fait la plaque plongeante. Et la plaque chevauchante, vous voyez qu'elle possède des volcans. On essaiera de voir quel est le type de volcanisme. Et les volcans peuvent se situer soit au niveau de ce qu'on appelle une cordillère ou une montagne, c'est le cas de la zone du Pérou, du Chili et de la zone sud-américaine, ou bien faire un chapelet de volcans, c'est le cas du Japon. Voilà. C'est le cas du Japon, c'est ce qu'on appelle un arc volcanique. Voilà. Et en général, bien évidemment, il y a dans cette plaque, qui est cette plaque chevauchante, donc des volcans, et aussi un fort relief. Alors la lithosphère océanique qui plonge, elle est froide et cassante, on est d'accord. Elle plonge dans une asténosphère qui est, elle, solide aussi, mais ductile. D'accord? Pour terminer